Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission d'Univers. On va vous parler aujourd'hui d'un nouveau thème, un thème qui a pris de l'ampleur ces dernières années, vous en avez certainement entendu parler. Il s'agit de l'exploitation du gaz de schiste. Alors, il permettrait d'augmenter considérablement l'approvisionnement énergétique mondial, mais aujourd'hui, ce gaz de schiste est très controversé, il est décrié par les écologistes, son exploitation est coûteuse et elle représente même des dangers pour l'environnement. Ce combustible aurait néanmoins moins d'impact sur le climat que le charbon. Le gaz de schiste, comment ça marche? Quel est son impact sur l'environnement? L'Algérie est-elle prête pour son exploitation? Les bénéfices l'emporteront-ils sur les risques? Autant de questions que nous poserons à nos invités ce soir. Mais avant d'ouvrir le débat, je vous propose de retrouver cette interview qu'a réalisée notre journaliste Saïda Mayouf avec Abdeltif Ferbeh, expert en énergie. On se retrouve juste après. Les gaz de schiste sont des gaz qui sont emprisonnés, enfermés dans une roche, dans le schiste, dans des schistes. Alors les schistes, c'est quoi? À partir de là découlent des caractéristiques. Les gaz de schiste, le schiste c'est des couches compactées, argileuses, hein, c'est de l'ardoise si vous voulez, très peu perméable, n'est-ce pas, situé en très grande profondeur, n'est-ce pas, donc c'est entre 1500 mètres et plus. Et donc voilà que maintenant les hydrocarbures qu'on exploitait avant, c'était des hydrocarbures qui avaient migré en surface, n'est-ce pas, donc qui étaient un petit peu à des profondeurs accessibles. Et il y en a de moins en moins et on va chercher en très grande profondeur. On cherche des hydrocarbures en très grande profondeur, ils se trouvent très loin dans les schistes. De gros inconvénients. D'abord, ça consomme énormément d'eau. Chaque forage consomme 20 à 30 000 mètres cubes d'eau, des millions de litres d'eau pour chaque forage. Et il faut beaucoup de forages, 5 à 6 forages par puits si vous voulez, et des dizaines et des dizaines de forages pour qu'une exploitation soit rentable. Et une fois que cette eau est injectée, donc avec toute elle remonte, mais tout ne remonte pas. Alors on dit que 30 à 40%, peut-être même 50% restent dans la nature, hein, partent dans la nature. Alors bon, bien sûr, si ça part dans la nature, on ne sait pas ce que ça va devenir, parce que c'est des produits hautement toxiques. C'est de l'eau mélangée à des produits chimiques. Et la roche qu'on a fracturée libère des petits sédiments. Il y a un peu de tout là-dedans, hein, du cancérigène, etc. Donc cette eau qui remonte, c'est 50% à peu près, ou peut-être 70% qui remonte, elle remonte, on va la mettre dans une station d'épuration. Alors, vous voyez un petit peu déjà les premiers inconvénients, les gros inconvénients. Il n'y a pas une meilleure maîtrise que celle-là pour l'instant, hein, en l'état actuel des connaissances technologiques, scientifiques et techniques. Alors, très grosse consommation d'eau, risque de pollution, de l'air, de l'eau, de la terre. Et il y a le risque de maladie, bien sûr. Et alors, il faut que le puits, le forage soit vraiment étanche, absolument étanche. En principe, il est absolument étanche. Mais s'il y a un risque, s'il y a un trou dans le forage, c'est la nappe phréatique qui va être touchée, parce qu'on traverse la nappe phréatique. Hein, vous traversez la nappe phréatique. Et alors, vous allez polluer la nappe phréatique. Donc, il y a tous ces inconvénients-là, hein, n'est-ce pas, qui sont là. Il y a des remontées de gaz, de méthane, qui remontent. Si vous regardez la carte, vous allez trouver du gaz de schiste en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Europe, en France par exemple, en Asie, en Chine. La Chine, c'est peut-être les premières réserves mondiales de gaz de schiste. Et il y en aurait en Algérie aussi, un peu plus de 2% des réserves mondiales se trouvent en Algérie. Il y en a en Afrique du Sud aussi, en Australie. Vous regardez la carte, vous allez voir ça. Donc il y a ce gaz non conventionnel, de gaz de roche de mer. Gaz de schiste ou pas en Algérie? Alors, oui, c'est une option qui a été prise par les pouvoirs publics. Elle est dans la nouvelle loi sur les hydrocarbures, mais je vous dis, elle est controversée. Il faut que le débat s'installe. Il faut que les gens puissent savoir. Parce que les arguments
en faveur, ce n'est pas forcément, ce n'est pas des arguments qui ne souffrent d'aucune contestation. Je prends par exemple l'argument de l'explosion de la demande énergétique. Oui, c'est vrai, il y a eu explosion de la demande énergétique et on a vu les problèmes qu'on a eu avec l'électricité cet été, hein, avec la consommation d'électricité, les pénuries. Mais il y a une question de maîtrise de la demande. Il faut qu'on arrive à maîtriser la demande d'énergie. On ne peut pas suivre on ne peut pas laisser la consommation énergétique aller comme ça au fil de l'eau. Et voilà un chiffre que je rajouterai selon l'Agence internationale de l'énergie. D'ici à 2035, le gaz non conventionnel, on comprend aussi le gaz de schiste, fournira près de 30% de la production gazière mondiale. Alors, on va en parler tout de suite avec nos invités. Nous recevons ce soir M. Abdelmajid Attal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien PDG de Sonatrach, ancien ministre des Ressources en eau. Actuellement, vous êtes consultant indépendant, mais vous êtes également vice-président de l'Association algérienne de l'industrie du gaz. Merci d'être avec nous. Nous recevons également Dr Sabrina Rahmani. Bonsoir, j'aurais dû commencer par vous. Bonsoir. Vous êtes membre du collectif Cœur sur la main. Vous faites partie de la société civile et vous avez collaboré avec le CNLC sur le gaz de schiste. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Et monsieur Morad Preur, bonsoir. Vous êtes expert pétrolier international et président du cabinet Émergie. Alors aujourd'hui, on l'aura compris, aujourd'hui cette ressource non conventionnelle, de nombreux pays procèdent à des évaluations, des explorations. Il reste tout de même frileux. Seulement les États-Unis ont essayé d'explorer cette ressource à grande échelle. Alors que sait-on aujourd'hui réellement de ce gaz de schiste qui est si controversé chez les écologistes, M. Attal? Bien, merci de commencer par moi. Oui. Je crois que M. Rebah a déjà dans son interview, il a déjà donné une image un peu négative hein, sur ça. Hein. Enfin, du moins, c'est mon avis. Écoutez, le gaz de schiste, c'est quoi? C'est du méthane, tout simplement. C'est du méthane comme n'importe quel autre méthane qu'on exploite à Hassermal, Rordonno, Salarar, dans tous les gisements algériens et dans tous les gisements du monde. Ce n'est ni plus ni moins. Il est seulement contenu dans une roche qui n'est pas perméable. Comme n'importe quelle autre roche, et que pour le produire, il faut lui donner la possibilité de sortir. Pour le faire sortir, il faut fracturer. La fracturation, on l'utilise depuis plus de 30 ans en Algérie. Ce n'est pas d'hier, hein, en fait. Sauf que, on faisait la fracturation dans des puits verticaux. Mais maintenant, il s'agit de faire dans des puits horizontaux pour augmenter le drain, en quelque sorte, pour produire le maximum. Ce n'est ni plus ni moins que du gaz identique à celui qui est en train d'être brûlé dans nos cuisines aujourd'hui. Alors vous simplifiez la chose, mais cependant, vous dites que l'exploration ou l'exploitation des hydrocarbures ne nécessite pas beaucoup moins de moyens que le gaz non conventionnel aujourd'hui, mais pourtant on dit qu'il faut utiliser énormément d'eau. Oui, je vais y arriver, d'accord. Oui. C'est ça, c'est pour ça qu'on le dit non conventionnel. Parce qu'il y a aussi l'huile non conventionnelle. Hein. Aux États-Unis, on produit aussi cela. C'est-à-dire, la seule différence, c'est le mode d'exploitation. C'est la technique aujourd'hui. C'est la technique d'exploitation qui est différente à l'intérieur du sous-sol, pas en surface. En surface, c'est exactement les mêmes installations. Sauf qu'il faut des installations supplémentaires pour traiter les eaux qui reviennent. M. Rebah en a parlé, oui, on peut en parler parlera, aussi. Oui. Bien, donc c'est la technique d'exploitation qui est différente. La technique, on fracture, ça coûte de l'argent. On utilise de l'eau, ce n'est pas 20 à 30 000 mètres cubes comme il a dit tout à l'heure. C'est en moyenne, c'est 15 000 mètres cubes pour fracturer un puits, par puits, 15 000. Moi j'ai fait des calculs. Pour fracturer par exemple, même si on faisait 30 000 puits en Algérie, on exploiterait à peu près 5 à 6 milliards de mètres à partir de l'Albia du Sahara. C'est tout. Par rapport aux 50 000 milliards de mètres cubes qu'il y a dans le sous-sol. Maintenant, il y a effectivement des problèmes. Mais moi, il y a 3 problèmes pour moi. Il y a d'abord un problème de coût. On en parlera peut-être tout à l'heure pour aller dans le détail. Oui. C'est vrai, actuellement, le gaz de schiste n'est rentable ni aux États-Unis, ni nulle part ailleurs. Mais comme il y a une crise énergétique, on a besoin de gaz, on consomme de plus en plus, on se prépare. Ça, c'est le premier problème. Le problème le plus important avant celui de coût, c'est celui de la surface, qui a commencé à se manifester contre le gaz de schiste. Dans tous les documentaires que j'ai vus personnellement, dans tous les écrits, ce sont les fermiers. Ce sont en général les fermiers ou bien des habitants d'une cité. Pourquoi ?
Parce qu'il y a un problème de surface. À partir du moment où vous commencez à exploiter un gaz de schiste, c'est-à-dire un gisement de gaz de schiste sur une surface agricole. Imaginez un petit peu la Mitidja, par exemple, demain. On chercherait le gaz de schiste à la Mitidja. Moi, personnellement, je suis prêt. Je suis prêt à signer avec madame contre, mais alors, je préfère les oranges de Madame la Bouffari. Santé, on verra bien l'impact tout à l'heure. D'accord. Mais il ne s'agit pas d'aller les chercher au niveau de la Mitidja ou dans le Chélif ou dans la plaine d'Ubedla ou dans l'oasis de Ouergla ou de Tougourt ou de je ne sais plus que. C'est dans des zones complètement désertiques recouvertes actuellement par des dunes. Maintenant, si on peut manger le sable demain, pas de problème, je suis volontaire aussi. Alors, on l'a compris, monsieur Attal, vous êtes favorable. On parlera après de l'eau aussi. On va en parler des détails, ça viendra. Vous êtes favorable pour l'exploitation de schiste. Monsieur Preuve, j'en viens à vous, je vais utiliser des termes à vous. Pour vous, le gaz de schiste, est-ce un miracle ou une calamité écologique? Bon, le gaz de schiste est une ressource qui est... c'est du gaz naturel comme ce qu'on appelle le gaz conventionnel. Le problème, c'est que pour ce qui est du gaz conventionnel, il est piégé dans des roches poreuses. Ce qui permet son exploitation plus facile. Ce sont des roches poreuses avec donc plein de petits trous où il y a du gaz et où il y a aussi de l'huile. Le gaz de schiste est piégé dans des espèces de millefeuilles. Hein. Il est entre les feuilles du millefeuille. Et il faut séparer ces feuilles pour pouvoir le produire. Oui. Il faut les séparer en injectant un liquide à haute pression et en injectant des produits chimiques pour décoller ces feuilles. Et puis en injectant aussi du sable pour que quand on les a décollées, elles ne se recollent pas. Bien. La question du gaz de schiste est une question d'abord de technologie. Oui. C'est rien d'autre qu'une question de technologie. Maintenant, moi, je suis assez sceptique sur cette question. Les réserves de gaz, les réserves, j'entends, économiquement récupérables, ce qu'on appelle les 1P, de gaz naturel conventionnel sont de 200 trillions de mètres cubes. Les réserves de gaz de schiste seraient de 185 trillions de mètres cubes. Là, je suis assez perplexe, parce que parmi ces 185 trillions de mètres cubes, on doit compter les réserves qui doivent se trouver sous la Tour Eiffel ou sous Big Ben à Londres. En fait, c'est une évaluation assez grossière des réserves. Et la réussite des gaz de schiste, aujourd'hui, on n'a que l'expérience américaine. Oui. Une expérience assez singulière, puisque les États-Unis, elle a survenu avec la crise économique et l'abondance de l'énergie a permis aux États-Unis de donner plus de vigueur à leur relance économique. Hein. Les États-Unis postulent à l'indépendance énergétique depuis. Mais beaucoup d'autres pays restent frileux à cette idée d'explorer ou d'exploiter ce gaz de schiste. Donc on a l'expérience américaine. Et comme Abdelmajid, mon ami, vient de le dire, en fait, qu'est-ce que cette histoire, c'est quoi? C'est beaucoup de puits, parce que le plateau de production est très court. Donc 60% des puits, à partir de la première année, commencent à décliner. Exact. Et donc, il faut creuser à chaque fois des puits. Il faut qu'il y ait des infrastructures à côté, parce que ce n'est pas un liquide, c'est du gaz. Donc, il faut le mettre branché sur un tuyau, etc. Cette histoire-là ne peut fonctionner, en fait, qu'aux États-Unis. Parce que le Dakota et dans les régions où il y a du gaz sont des régions où il y a beaucoup de canalisation. Il y a une volonté étatique d'impulser cette affaire-là. Le problème, c'est que ces gaz de schiste aussi contiennent des liquides, des huiles de schiste, des pétroles. Or, le prix du pétrole est très élevé. Et donc, il rentabilise un peu cette opération. Mais en fait, le coût de production de ces gaz de schiste est de 5 à 6 dollars le million de BTU, alors que le gaz se vend aux États-Unis à 3,4. Okay. Donc c'est assez, on est dans une situation anormale. Le seul pays qui s'est engagé, c'est la Pologne, et un géant comme Exxon a quitté la Pologne.
il a abandonné les projets de gaz de schiste en Pologne. Maintenant, les écologistes français font beaucoup de bruit. Et je trouve qu'il y a un moustachu de Larzac qui a été adopté. Mais bon, ça fait partie du folklore de pour vous, c'est un la folklore. chose. Pourtant, vous semblez plus sceptique. Ceci dit, on a sur cette intérêt à ce question que de les gaz de Français schiste. ne développent pas les gaz de schiste, parce que sinon, ils n'achèteraient pas notre gaz. Oui, nous avons tout à gagner, c'est vrai. Alors, pour revenir à vous, Monsieur Attal, je reviendrai à vous. Vous avez été ministre des Ressources en août, donc vous connaissez parfaitement le potentiel hydraulique chez nous. Cela nécessite beaucoup d'eau, on l'a dit. Vous l'avez dit, il y a une certaine partie qui va remonter à la surface encore. Faudrait-il la traiter? Avons-nous les capacités d'aller vers cette exploration, cette exploitation avec un pays qui est en stress hydrique? Financièrement, nous n'avons pas cette capacité, si vous voulez mon avis. Mais maintenant, c'est pour ça que, attention, moi je reviens à autre chose. Hein. Le gaz de schiste, d'abord, c'est pas pour demain. Hein. Il ne faut pas croire que dans 5 ans, on va commencer à avoir les premiers mètres cubes. Alors vous dites que ce n'est pas dans l'immédiat, c'est-à-dire vous avez une échéance? Oh, moi je pense que c'est dans 15-20 ans, pas 20 avant. ans minimum. 20 ou 20 ans même minimum. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait la loi en réalité? Si vous permettez, je peux revenir en arrière. C'est comme ça que le problème, parce qu'il a été mis sur la table. En réalité, il y avait une loi en Algérie sur les hydrocarbures. Cette loi ne définissait absolument pas les hydrocarbures non conventionnels, c'est-à-dire qui nécessitent des investissements importants, du partenariat, etc., ou même avec des risques aussi environnementaux. Bien. Ce qui a été rajouté récemment. Or, avec la crise énergétique à travers le monde, avec beaucoup de sang, des discours qui commencent à dire, voilà, on a le pic pétrolier, le pic gazier, nos réserves sont en train de diminuer, ce qui est vrai, nos réserves algériennes sont en train de diminuer. Nous produisons de moins en moins, à moins de faire bien sûr de futures découvertes, et je l'espère bien sûr. Bien. Donc, il faut réfléchir à dans 20 ans, dans 30 ans, imaginez dans 40 ans par exemple, disons dans 40 ans, 2050, on n'aura plus de gaz, on n'aura plus assez de gaz. Or, moi je sais parfaitement, et tout le monde sait qu'on aura toujours besoin du gaz, c'est pas seulement pour faire de l'électricité, on fait des tas d'autres choses avec ce gaz-là. Bien, donc il faut penser à... La loi ne définissait pas les hydrocarbures non conventionnels. Donc on a introduit à l'intérieur de la loi ce que c'est que le gaz non conventionnel. On l'a introduit et on a introduit en même temps dans le ministère de l'Énergie, bien sûr. Hein, c'est lui qui a introduit cet amendement. Et il a défini les conditions d'exploitation financière, technique, environnementale, etc. etc. Ce n'est pas pour demain. Alors, moi je dis, si demain on va aller au... Parce que ce n'est pas encore sûr. Hein, la Sonatrach, elle est en train de faire ces 2 premiers puits c'est les balbutiements, de tests. Hein, c'est tout. C'est des tests. Ils vont faire des tests, ils vont carotter, étudier, tester, fracturer, produire, etc. Ce n'est pas pour demain. Et pour évaluer les réserves. Je ne suis pas d'accord avec mon ami Preur quand il dit que les réserves sont exagérées. Enfin, à moins qu'on ne parle pas du même type de réserve. S'il s'agit de réserves en place, oui. Il y a 420 000 milliards de mètres cubes de gaz de schiste dans le sous-sol à travers le monde. Il y en a à peu près 36 000 milliards pour l'Algérie. Ça, c'est le chiffre qui est avancé à partir d'études, d'un pourcentage, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Ça, c'est autre chose. Hein. C'est un autre problème. Alors, je reviens à l'eau parce que je pense que c'est... sur l'eau. Bien. Alors, il y a une nappe au Sahara. Elle contient 50 000 milliards de mètres cubes d'eau dans ce... Actuellement, on l'exploite nettement en dessous de sa capacité. Même si... Alors, moi, je dis... Chaque puits, en moyenne, c'est 15 000 mètres cubes. 15 000, oui. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, oui. Voilà. 15 000 mètres cubes. 15 000 ou plus. C'est 15 000 par forage. Voilà, 15 000 par puits. Voilà. Mais il faut savoir qu'il peut y avoir 12 à 15 forages par puits. C'est ça, c'est le puits, là, on parle du forage. 12 à 15 fracturations. Non, 15 000, c'est le volume qui permet de faire toutes les fracturations sur le puits. Si, on récupère, on réinjecte et ainsi de suite. Attendez. Admettons, partons sur de simples statistiques, parce qu'on n'a pas encore fait de tests en Algérie. On ne sait même pas, même les chiffres, ça c'est des chiffres moyens, c'est des statistiques dans le monde. Pour le moment, on n'a fait aucune fracturation horizontale en Algérie pour les gaz de schiste. On ne sait pas comment, parce que les argiles ne se comportent pas de la même façon ici, dans une région. On a peut-être une idée avec ce qui s'est passé. Bien, une idée, ailleurs. voilà. Alors partons sur des statistiques. Bien, 15 000 mètres cubes par fracturation.
Alors, moi, j'ai fait mes calculs. Si on faisait 30 000 puits, 30 000 puits, avec ce chiffre-là, on consommerait à peu près entre 5 et 6 milliards de mètres cubes. Et pour vous, nous en avons les capacités, les moyens de le faire? Nous avons les capacités, il y a les ressources en eau en place, et puis il y a les technologies qui évoluent. On peut traiter l'eau. Maintenant, on me dira, ouais, mais est-ce que ça va être traité? Ben, il y a une loi, la question, il faut la on y respecter. reviendra avec... oui, la question, il faut la respecter. On va y revenir dans le détail. Il n'y a pas de problème de pollution, comme ils disent, c'est-à-dire la nappe qui est polluée par l'eau. Écoutez, l'Albien, il est par exemple à 500 ou même 1000 mètres de profondeur. Le gaz de schiste, il est à 2500. Oui, mais là, on parle de fuite éventuelle. Quelle fuite? Là, on peut parler Parce de que les fuite gens croient que les fractures remontent jusqu'à l'Albien. Faux. Les fractures, elles font 10, 20 mètres, pas plus. Il faudrait mettre 1000 bombes atomiques pour qui se sont produits à l'étranger, aux États-Unis notamment. Alors, docteur Sabrina Rahmani, oui. On a fracturé juste en dessous de l'aquifère, le risque, il à était 500 là. mètres. Non, on n'a pas d'exemple comme ça en Algérie. On n'en a On pas. n'a pas encore commencé à... On n'en a pas. On connaît la géologie de l'Algérie. Il n'y a pas de schiste, de schiste contenant du gaz sous l'Albien, directement sous l'Albien, pour qu'il y ait contact et pour qu'il y ait le fameux gaz dans le robinet, etc. Ça n'existe pas en Algérie. Alors, docteur Sabrina Rahmani, vous êtes plutôt, vous faites partie des sceptiques sur cette exploitation du gaz de schiste. Vous êtes médecin, vous êtes penché sur la question. Alors, on parle bien sûr de pollution, même si M. Abdelmajid Attar semble, disons, prendre la question plutôt à la légère sur la question de la pollution, peut-être pas à la légère, mais en tout cas, selon des chiffres, selon vous, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de risque. Non, il y a des risques, mais il y a des lois, il y a des précautions à prendre. Maintenant, il faut que chacun joue son rôle aussi. Maintenant, effectivement, si personne ne respecte la loi, si on ne contrôle pas, etc., bon, effectivement, il peut y avoir même des catastrophes. Hein. Je peux vous en citer d'ailleurs. Il y en a eu déjà sur les gaz de schiste. On va les citer, non, pour le gaz de schiste pour ce soir. Alors, docteur Sabrina Rahmani, justement, on l'a dit, il faut encore injecter des produits chimiques pour extraire ce gaz de schiste. Là est tout le problème. Vous avez étudié cette question. Quel pourrait être l'impact sur la santé aujourd'hui ? Je vous remercie de m'avoir invité. Et ce qui me permet de parler un petit peu de l'impact sur la santé de l'exploitation des gaz de schiste. Il faut savoir que sont utilisés des produits chimiques toxiques. Parmi, alors l'Agence française de toxicologie et de chimie a listé un certain nombre de mélanges donc, qui ont été utilisés dans toutes les exploitations de gaz de schiste. Elle en dénombre 2500 mélanges. Parmi ces 2500 mélanges, 650 contiennent des produits hautement toxiques pour la santé humaine. Et parmi ces constituants, il y en a certains qui doivent être impérativement retirés des mélanges chimiques actuellement utilisés. Voilà. Donc il y a eu des études épidémiologiques qui ont été faites, des études épidémiologiques essentiellement aux États-Unis, puisque la grande expérience des gaz de schiste a été faite aux États-Unis, notamment au Texas et aussi au Colorado. Et c'est l'étude qui a été menée au Colorado qui semble être la plus probante et la plus concluante. Et elle montre bien qu'il y a un impact réel sur la santé des travailleurs sur les gisements de gaz de schiste et sur les populations environnantes. Après, on pourra Alors, Monsieur Preur, êtes-vous de l'avis de Monsieur Abdelmajid Attar ou Docteur Sabrina sur la question de la pollution et des risques de contamination des sols, des sous-sols et des nappes phréatiques? Bon, le problème des schistes est sérieux en matière d'impact environnemental. Ça, il ne faut pas le nier. C'est d'ailleurs l'une des contraintes aujourd'hui dans le développement et c'est l'un des challenges pour le progrès technique. Hein. Oui. C'est ce qui freine aujourd'hui les autres pays à aller vers ça. Il faut bien poser les questions, sinon on aboutit à des réponses complètement... les remontées de gaz... ça n'est pas possible. Il faut, vous savez, quand vous forez un puits, vous descendez une rampe un tubing et ensuite vous cimentez autour de ces tubes. Et que ça soit un puits conventionnel ou non conventionnel, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait des tubes qui sont empilés sur 3000 mètres de profondeur et il y a un travail très, très sérieux qui est la cimentation.
Si vous loupez la cimentation, vous pouvez avoir des désastres écologiques. C'est-à-dire vous pouvez avoir des remontées d'eau qui vont rencontrer des couches de sel, comme on a eu à Haoud Berkaoui. Ça, c'est l'une des catastrophes. La cimentation, c'est une phase extrêmement sérieuse dans le forage. Et donc, pour ce qui est des schistes, si c'est bien cimenté, comme pour un puits conventionnel, il n'y a pas de donc problème. pour vous, c'est une question de maîtrise technique. Non, mais ça fait partie... Il y a 9000 puits, excuse-moi, là, juste une seconde. Là. Il y a 9000 forages qui ont été faits en Algérie jusqu'à aujourd'hui. 9000 puits. On a eu des catastrophes sur à peu près une dizaine de puits. Des catastrophes effectivement écologiques, hein, comme celle qui vient de citer Berkaoui, par exemple. Si vous loupez la cimentation, là, vous pouvez avoir des effets. Et donc, que ce soit du gaz de schiste ou du gaz conventionnel, c'est la même chose. Maintenant, il y a le problème des effluents, des rejets. Et c'est un challenge pour le progrès technique. On imagine des additifs d'origine végétale, par exemple. C'est l'une des directions que prend actuellement la recherche-développement autour des schistes. L'une des autres directions, c'est fracturation pneumatique, par arc électrique, etc. Mais l'une des directions qui est prise, c'est de travailler au niveau de ces produits chimiques. Maintenant, on peut toujours poser la question. Est-ce que ces 15 000 mètres d'eau devraient servir à produire du gaz de schiste ou à produire des produits agricoles? Est-ce que quel est ce qui est le plus rentable et le moins dangereux, le problème, c'est toujours un problème de choix. Il n'y a pas de. Et pour rappeler la question de tout à l'heure, les gens qui travaillent sur ça à Sonatrach sont aussi patriotes que nous, et donc ils n'ont pas envie de faire mal au sous-sol algérien. Donc, vous parlez de choix, Monsieur Preur. Je sais que le jour où la nouvelle loi sur les hydrocarbures a été présentée, le ministre lui-même avait dit « Avons-nous le choix aujourd'hui ?» Alors, est-ce qu'on l'a réellement? Alors, il y a un problème. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Donc, notre production gazière est en train de décliner. Nos engagements contractuels sont tels qu'il faut vraiment faire un effort pour soutenir notre production gazière. Maintenant, deuxièmement, notre sous-sol est prospectif. Du gaz conventionnel existe encore dans notre sous-sol. C'est ma conviction. Oui. Le problème, c'est qu'on a ralenti pendant 10 années l'exploration en Algérie. On a ralenti plutôt le développement de l'amont algérien, des gisements algériens, exploration et développement. Et nous sommes en train de ressentir, nous sommes dans un trou d'air. Alors, le problème, c'est que les schistes, ça ne peut venir que dans 20 ans. Il faut réfléchir réellement à notre avenir gazier. Nous avons 54 ans de durée de vie de nos réserves de gaz. Nous avons une consommation nationale qui est super dynamique. Ce n'est pas possible qu'on consomme autant de gaz. La consommation pour l'industrie pétrochimique est économiquement injustifiée. Vu les niveaux de prix qui sont pratiqués pour la charge pétrochimique, le gaz qui est utilisé comme charge. Maintenant, ça veut dire que, et c'est le CREG qui le dit, en 2017, on risque de disparaître en tant qu'exportateur de gaz. En 2017. Donc l'échéance, elle est assez proche quand même. Elle est assez proche. Oui. Alors, nous avons besoin d'électrifier notre pays. Nous avons un pays qui fait 5 fois la France. L'avenir de l'Algérie, c'est des voies électrifiées Alger-Tamanrasset, Alger-Adrar, Alger-Djanet, Alger-Gardaya. Est-ce qu'il serait plus simple d'aller... Il faut de l'électricité. Alors, il faut réfléchir sérieusement. Moi, je veux dépasser la question sur les gaz de schiste. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est l'avenir énergétique. Ça pollue le débat. Ça pollue le débat, c'est le cas de le dire. Ça fait partie de l'avenir c'est pas mal. Et pourtant, vous dites que la pollution n'est pas aussi importante que cela. Non, c'est pas. Non, il y a des risques. Moi, non, pas du tout. En parlant des risques, est-ce qu'il serait plus facile d'aller vers l'exploitation du gaz de schiste que de développer le secteur des énergies renouvelables? Il faut développer les renouvelables. Il faut. C'est une urgence et je pense que le secteur de l'énergie actuellement, enfin, du moins, c'est le programme qu'il a annoncé. Ils ont
annoncé un programme extraordinaire, 60 milliards de dinars, je crois, à investir d'ici 2030, justement, dans les énergies renouvelables. Mais attention, les énergies renouvelables aujourd'hui aussi, elles ne sont pas rentables. C'est comme le gaz de schiste. Le kilowattheure produit par le solaire ou l'éolien, etc., dans le monde entier, il est subventionné. Dans le monde entier, il n'y a pas un seul kilowattheure dans le monde qui soit rentable aujourd'hui par rapport à l'énergie électrique produite par le nucléaire ou par le gaz ou par n'importe quel autre, ou le charbon ou le bois. Donc, mais il ne pose pas le problème de la facture environnementale. Oui, et de la santé. De la santé, ce qui est quand même pas négligeable. Oui, mais excusez-moi, ça ne veut pas dire que je ne donne pas d'importance à l'environnement ou quoi que ce soit. Mais la facture environnementale, c'est-à-dire si on devait la quantifier par rapport à ce que rapporte le mètre cube ou le baril de pétrole ou le kilowattheure, etc., c'est vraiment epsilon. Vraiment epsilon, je vous assure. C'est pas ce qui semble se profiler dans les pays qui ont eu cette expérience des gaz de schiste, qui se sont retrouvés... Là, je parle des énergies renouvelables. Donc, les énergies renouvelables, il faut le faire. A priori, un programme énorme, puisqu'on pense produire 40% de notre électricité en 2030 à partir de renouvelables. Moi, j'applaudis, tant mieux. À ce moment, peut-être qu'on n'ira pas à ce moment-là au gaz de schiste. Parce que le gaz de schiste ne sera pas rentable par rapport aux ENR. Donc moi, quand je dis je défends les gaz de schiste, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller quelle que soit la catastrophe ou quel que soit le risque. Je défends parce que je sais qu'il faut les étudier aujourd'hui, il faut s'intéresser, il faut évaluer, etc. Et on ira. Nous n'irons au gaz de schiste que si c'est rentable, que si on maîtrise les techniques, que si on n'a plus de gaz à ce moment-là. Parce que même les ENR toutes seules ne suffiront pas. Dans le cas extrême, vous voulez dire, dans ces cas-là Non, il figure dans la stratégie. Dans la courbe de production à long terme de l'Algérie. Parce qu'il va y avoir des révolutions technologiques dans cette industrie. Justement, avant de parler des méthodes de forage, parce qu'il en existerait d'autres qui ne seraient pas aussi dangereuses pour l'environnement, je reviendrai à vous, Dr Sabrina Rahmani. Vous parlez des États-Unis qui ont fait des études sur l'impact généralement. Alors, je sais que le département de protection de l'environnement Pennsylvanie parle d'un véritable cocktail chimique qui est utilisé par l'industrie avec des composants souvent hautement cancérigènes, toxiques pour les milieux aquatiques. Il y a eu même des oiseaux qui meurent par milliers. Et tout ça peut atteindre aussi tout ça à l'homme. Et ça peut aussi polluer peut-être l'agriculture si l'eau n'est pas traitée. Oui, effectivement. Alors, il a été constaté dans la population qui se situe sur les sites d'exploitation, donc les travailleurs et la population environnante, une symptomatologie qui s'est retrouvée un petit peu partout sur les différents gisements de gaz de schiste, donc des irritations, des céphalées, des diarrhées, des choses un peu plus sérieuses. On a constaté aussi qu'il y avait des pluies d'oiseaux morts, du bétail aux alentours des gisements de gaz de schiste qui étaient morts prématurément. Bon, au départ, on ne comprenait pas trop pourquoi, mais on a vite, pas été fait, voilà. Et puis aussi, tout à l'heure, monsieur disait qu'au niveau des installations en surface, c'était la même chose. Que dans une surface, il ne faut pas oublier que les remontées de boue, de fluide, donc avec des produits chimiques, remontent en surface beaucoup d'autres choses. La pollution au niveau des gisements de gaz de schiste. On peut parler d'abord de la pollution aérienne, ensuite de la pollution de l'eau. La pollution aérienne, elle est due déjà aux produits chimiques qui sont mélangés, elle est due aux torchères, elle est due aux fuites de méthane, elle est due également... du méthane qui est importante. Oui, tout à fait. Elle est due également à des particules qui proviennent de la combustion des diesels en rapport avec les camions, voilà. Et il ne faut pas oublier que ces boues qui remontent en surface remontent aussi quelques petites surprises. Oui. Alors, parmi ces surprises, on sait qu'il y a de véritables cocktails qui se font à l'intérieur des puits. C'est-à-dire que on met des produits chimiques, mais il en ressort d'autres. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des cocktails qui se sont effectués. Et là, on a remarqué, donc les différents scientifiques ont remarqué qu'il y avait des dérivés de la quinoléine
qui est un produit hautement cancérigène qui se retrouve donc en surface. Et c'est un produit qui entraîne des cancers buccaux et de la sphère ORL. Et il a été constaté dans la population de rongeurs aux environs des sites d'exploitation de gaz de schiste, une augmentation de ce type de cancer. Il faut savoir aussi que la remontée de ces boues qui nous viennent de cette exploitation de gaz de schiste par fracturation remonte aussi des bactéries fossiles. Ces bactéries fossiles qui, normalement, en milieu anaérobie, ne sont pas au contact de l'air, remontées à la surface, elles vont produire un gaz extrêmement dangereux qui est le sulfure de dihydrogène. C'est un gaz extrêmement toxique qui est asphyxiant, beaucoup plus asphyxiant que le monoxyde de carbone. Donc il faut savoir aussi à quoi on s'expose. Dans quoi on doit s'engager. Il y a aussi, je tiens à finir avec ça, qu'en plus il y a une remontée de produits radioactifs, le radon, l'uranium, qui se retrouvent en surface à une radioactivité allant de 100 à 300 fois la normale. Donc on sait ce que c'est quand même. Nous sommes en population scientifique. Si je vous écoutais... Donc là, il y a pollution de l'air, de l'eau et de la terre. Si je vous écoutais, moi, tout ce que vous dites et risque de se produire en Algérie, moi je vous dis, ça veut dire qu'il faut arrêter toute l'exploitation pétrolière. Moi j'en suis convaincu. Tout. Non, y compris mais là, c'est des chiffres non, il faut fermer Hassan Saoud, il faut fermer Hassan Malki. Mais des chiffres... Tout est à fermer là. Ça, ce sont des chiffres qui avancés sont... par qui? Que vous pouvez retrouver, si vous voulez, je peux le montrer, oui. Voilà. C'est un document qui est disponible sur Internet. Tournez-le vers nous. Voilà, oui. C'est l'association Toxicologie et Chimie France. C'est un organisme extrêmement sérieux. J'ai beaucoup travaillé sur ce document avant de venir. Je savais qu'il allait y avoir des poids lourds de la pétrochimie. Pas du tout. Vous, monsieur Attas, vous parlez toujours de réglementation, en fait. Non, pas seulement de réglementation. Écoutez, tout ce que vient de dire madame, je ne mets pas en doute ni le document, ni les déclarations de madame. Pas du tout. Sauf que ça, c'est des cas, c'est des mesures, c'est des cas qui sont pris par-ci, par-là, dans tel gisement. Il y a eu des remontées de méthane. Tout à l'heure, on parlait de 9% de méthane de fuite, ce qui me semble aberrant. Il n'y a pas un seul gisement en Algérie, de toute façon, on perd 9%, parce que 9% c'est des quantités moi j'ai trouvé 64 mg par litre. De quoi? De présence de méthane. Dans l'eau qui remonte? Dans l'eau. Oh, il doit y en avoir même plus, madame. Dans l'air. Dans l'air? Qui remonte, oui, qui remonte. Qui remonte, mais ça remonte comment? Ça remonte dans l'eau? Oui, mais ça veut dire que c'est dans le volume, dans les 15 000 mètres cubes, on récupère 50% de toutes ces boues que vous citez, mais elles vont dans un bourbier qui est étanche, qui est traité. Le bourbier, justement, les bacs de décantation, on n'est pas sûr qu'ils soient hermétiques à 100%. Si. Il y a, excusez-moi, il peut y avoir effectivement des fuites, oui. Mais nous parlons de ces risques. S'il y a eu des fuites aux États-Unis sur un bourbier, ou même 10, et que les rongeurs qui sont dans les parages sont morts. Rongeurs, oiseaux, on a quand même beaucoup de... Oui, mais c'est des exemples à droite, à gauche. Écoutez, parce que, je vous assure, tout ce que vient de citer madame, tout ça, c'est l'exploitation actuelle, y compris à Hassim Saoud Hasarmal. Si on écoute, il faut fermer tout ça. On fait de la fracturation en Algérie. C'est vrai qu'il y a des produits dans les fluides de fracturation, il y a des produits cancérigènes. Mais vous savez qu'on fracture aujourd'hui tous les... presque, je ne sais pas combien, je ne connais pas exactement le nombre, mais on fait des fracturations actuellement à Hassim Saoud. On le fait. Horizontal. Vertical, pardon. Fracturer horizontalement ou verticalement, c'est le même fluide, c'est le même sable, c'est les mêmes produits si vous permettez. Écoutez. Juste si vous permettez, la problématique du gaz de schiste, ce n'est pas tant l'exploitation en elle-même, c'est le procédé, c'est la technique. Ben oui. Oui, voilà. Qui est remise en cause. Fracture dans les plus hauts verticaux. Alors justement, vous parlez de technique. Je voudrais revenir à vous, monsieur Perron. On parle de technique, on parle d'une seule technique, justement, qui est très controversée. Vous dites qu'il pourrait y avoir d'autres techniques qui seront développées plus tard. Il y a même des experts qui disent qu'on peut aller vers des techniques qui ne seraient pas aussi néfastes pour l'environnement. Mais tout ça, ça me fait un peu sourire. C'est le rôle tragique des hydrocarbures, c'est qu'ils sont partout, mais on ne doit pas les voir. Et quand on les voit, c'est toujours à leur désavantage.
c'est les marées noires, c'est les... Ah oui, là c'est la sonnette d'alarme qui parle des écologistes. Vous ne pouvez pas... Les écologistes qui sont allés à la conférence de Copenhague ont pris l'avion, ils ne sont pas allés en bicyclette. Oui. Donc, et oui, il y a du bon et du mauvais partout. Donc les gaz de schiste utilisent des produits chimiques. Pour un industriel, il est irresponsable, ça sort complètement de l'orthodoxie que de jeter les effluents dans la nature. C'est pas possible. Il faut traiter les effluents. Le traitement des effluents représente un coût qui s'ajoute au coût technique de production. Hein. Donc le problème aujourd'hui, aux États-Unis, il y a eu des images, et avec aujourd'hui, avec YouTube et Facebook, etc., ça fait le tour du monde. On allume le robinet, il y a des flammes qui sortent. Oui. Mais bon, l'industrie pétrolière fait face aujourd'hui à des challenges technologiques qui sont énormes. Produire sous 2000 mètres d'eau en mer, par exemple, vous imaginez, ce sont des automates qui travaillent sous... le gaz de schiste, c'est la même chose. Vous savez que les pétroliers naviguent dans le sous-sol en 3 dimensions, sous 3000 mètres. Avec des forages multidrains, avec des forages dirigés, avec la fracturation hydraulique. Et ils traitent les problèmes technologiques que cela pose. Oui. Le problème des schistes est un problème que traitent ce que je veux dire par là, c'est que nous devons avoir une attitude active vis-à-vis du progrès technique. C'est-à-dire que l'industrie des gaz non conventionnels est une industrie émergente. C'est une industrie émergente et de la même manière que l'industrie des renouvelables. Et donc elle a une évolution darwinienne, c'est-à-dire que les entreprises se mangent les unes des... Oui. Cette semaine, on a eu le numéro 1 mondial du photovoltaïque, le chinois Sunpower, qui a fait faillite. Vous imaginez le numéro 1 mondial. Oui. L'allemand aussi, je crois. Les Allemands ont fait faillite un peu avant, mais là, on a eu le numéro 1 mondial. Ça veut dire que nous, Algériens, qui avons un ensoleillement qui est exceptionnel, qui avons des schistes dans notre sous-sol, nous devons saisir cette occasion. Donc c'est une opportunité pour postuler finalement. Au rang de leader technologique mondial. Pourquoi, quand on parle des schistes, on dit qu'est-ce qu'ils vont faire, les yeux bleus, qu'est-ce qu'ils vont faire de mal à notre sous-sol? On a une attitude défensive. C'est une technologie qui est en train de se développer. Les problèmes environnementaux que pose cette technologie sont en train d'être traités, soit remplacer la fracturation hydraulique par une fracturation pneumatique ou par d'autres, remplacer avec cette pression du fluide par d'autres pour fracturer la roche. La deuxième direction que prend la recherche, c'est les produits chimiques à dos, les remplacer par des produits chimiques biodégradables, des produits chimiques végétaux. Il faut que nous nous engageons, je rajoute un mot, à travers nos entreprises, à travers nos universités, à travers nos sociétés d'ingénierie, etc., pour nous placer dans ces challenges technologiques. Il faut faire des acquisitions. Si c'est une évolution darwinienne, s'il y a des sociétés qui font faillite, il faut acheter des sociétés. Oui. Donc autant prendre le train en marche et aller vers cette technologie. Pour être un leader. Oui. Avant de vous donner la parole, Dr Rahmani, je vous propose de retrouver cette interview du professeur Kassim Moussa, qui est enseignant à l'Université d'Oran, qui lui pose les problèmes de ce gaz de schiste. On l'écoute. Donné comme effet ailleurs, notamment aux États-Unis et au Canada, parce que c'est les deux pays qui l'ont exploité les premiers depuis les années 40, fin 40. Donc, et c'est à partir de 2010 qu'on a commencé à recenser les effets néfastes. Donc, ce qui a, par exemple, poussé la société civile française de faire des pressions sur le gouvernement afin d'adopter une loi, la loi de juillet 2011, qui interdit la technique d'extraction qui est
contestée, et non l'extraction du gaz de schiste en lui-même. La technique qui consiste à faire un double forage, un forage d'abord vertical, ensuite horizontal, avec l'injection d'un mix, donc d'eau, de sable et de produits chimiques. Et c'est ces produits chimiques qui sont tributaires d'effets de pollution, etc. Il y a aussi le problème de la remontée des bactéries, la remontée aussi ce qu'on appelle radionucléides qui sont enfouis dans les couches les plus profondes, aux environs de 2000 voire 3000 mètres. Et on a aussi le problème des tremblements de terre. Donc, parce que la fracturation génère des soubresauts, génère des accidents au niveau des roches et voire même au niveau des nappes phréatiques traversées. En plus, un autre danger, suite à la remontée des gaz, notamment du méthane, donc qui vont accentuer le réchauffement climatique qui est déjà en cours. Et voilà, donc on revient sur le plateau avec vous, docteur Rahmani. Vous vouliez intervenir sur ce que disait Monsieur Preur et sur cette idée de prendre le train en marche et de ne pas rester à la traîne. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est finalement ce débat sur les gaz de schiste, est-ce que ce n'est pas un débat qui est biaisé dès le départ? Est-ce que ce n'est pas un débat qui n'a pas lieu d'être? Dans la mesure où le véritable débat serait plutôt de parler de l'avenir énergétique de l'Algérie de façon globale. Mais il en fait partie, il fait partie de l'avenir énergétique de l'Algérie. C'est une des possibilités. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y ait un véritable débat sur la politique énergétique en Algérie. Les gaz de schiste seraient discutés, mais ils feraient partie d'une panoplie de solutions énergétiques à apporter. Puis ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on va quand même exploiter des gaz de schiste en Algérie en utilisant une eau qui provient de la nappe albienne. Donc il y a des choix à faire. Est-ce qu'on va continuer à aller dans l'énergétique et dans la rente énergétique, ou est-ce qu'on va utiliser la rente énergétique pour sortir de la dépendance énergétique? Et à ce moment-là, il faudrait penser plutôt à diversifier notre économie, à aller vers d'autres pistes. Cette eau, elle pourrait, au lieu d'être utilisée dans l'exploitation des gaz de schiste, elle devrait l'utiliser être utilisée pour l'agriculture, pour développer le tourisme dans le Sahara. Il y a des pistes comme ça. Mais pourquoi toujours rester enfermé dans cette... Je pense qu'avec deux pétroliers, là, je suis vraiment dans une situation difficile. Oui, monsieur Preur. Non, il y a une réalité. Nous avons, tout à l'heure, je parlais de la surface de l'Algérie. J'ai dit, nous avons un pays qui fait 5 fois la France, 2 500 000 km². Les projections qui ont été faites dans un club de prospective dont je suis membre en Europe, c'est de dire, conclut à la demande électrique au sud de la Méditerranée va être multipliée par 3 d'ici 2030. D'accord ? Multiplié par 3 au sud de la Méditerranée. Mon opinion en est, considérant l'importance du développement territorial de l'Algérie, ça veut dire construire des grandes villes au sud algérien, Tamanrasset, Djanet, Adrar, etc., construire des voies ferrées électrifiées, etc., je pense que la demande électrique algérienne pourrait être multipliée par 4 ou 5 d'ici 2030. Oui. Et c'est absolument indispensable. Donc aujourd'hui, c'est une nécessité pour vous d'aller développer le secteur énergétique. On ne peut pas, un citoyen algérien, pour venir de Djanet jusqu'à Alger, il met 4 jours. Pour venir faire des analyses ou être hospitalisé à Alger, il met 4 jours, il y a un problème. Non, mais le besoin en énergie croissant aujourd'hui. Donc l'énergie est un paramètre clé. Oui. Et maintenant qu'on a dit que l'énergie est un paramètre clé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a les renouvelables,
Ouais. Il y a le gaz. Maintenant, effectivement, nous avons la chance d'être un pays qui a développer du gaz. les deux. Oui. Et on sait que tout à l'heure, Abdelmajid disait que les renouvelables, le coût du kilowattheure, il ne tient pas la route. Oui. Mais en fait, le coût du kilowattheure hybride, solaire, gaz, rentre dans les... Hybride, oui. Dans les standards économiques. Et est-ce que ce gaz de schiste sera rentable finalement? Alors, le gaz de schiste, il faut le placer, à mon avis, considérant que le gaz de schiste se développera dans le monde. Je ne pense pas qu'il atteindra ces niveaux de 30% de la demande d'ici à 2035, mondiale. oui. Je pense qu'on surévalue beaucoup. Cette histoire de gaz de schiste me rappelle un peu la mer Caspienne dans les années 90. On parlait de réserves en mer Caspienne de 200 milliards de barils et d'autres parlaient de 10. Pour comparaison, l'Arabie Saoudite, c'est 263 milliards de barils. En fait, c'est beaucoup plus proche de 10 que de 200. Je pense qu'il y a un reclassement sur la scène énergétique. Il y a une nouvelle géopolitique de l'énergie qui est en train de voir le jour. On est dans l'ère après Yalta. Et je pense que la question des schistes participe au pouvoir de négociation de ceux qui sont en train de remodeler cette scène énergétique. Très bien, merci Monsieur Preur. On arrive à la fin de l'émission. Monsieur Attal, rentabilité ou pas du gaz de schiste? Pas pour le moment, aujourd'hui, il n'est pas du dans tout le futur, rentable. Là. Moi, je suis bien content que Madame ait parlé de modèle de consommation d'énergie et de politique énergétique. Effectivement, le problème est là. Et je crois que si, effectivement, le débat était beaucoup plus organisé autour des politiques énergétiques, des modèles de consommation, en mettant en avant, par exemple, l'économie d'énergie, par exemple, comme vraiment priorité, les énergies renouvelables comme seconde priorité. Et puis après, on vient effectivement à ce qui n'est pas renouvelable, c'est-à-dire les hydrocarbures, qui viennent du schiste ou pas. On n'a pas parlé des tailles de gaz aussi. Vous savez, un autre où on fait. Il faudra peut-être. Non, c'est les tailles de gaz, c'est la même chose. Oui. Sauf que. Pourtant, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile que les gaz de schiste à exploiter. Donc, si effectivement on parlait donc on organisait un débat et on décidait des stratégies autour de ça, oui, je suis entièrement d'accord. Et c'est à ce moment-là que, bon, évidemment, l'environnement, il a sa place. Hein. Il ne faut pas croire que moi je suis contre l'environnement aussi. Hein. Non, il faudrait les prendre en considération dans les coûts. Maintenant, je dis, ce n'est pas rentable aujourd'hui, comme beaucoup d'autres, comme les ENR, les énergies renouvelables, ne le sont pas, sauf quand c'est du mixte, comme l'a dit M. Preur. Oui, mais je pense qu'on ira un jour ou l'autre, comme l'a dit M. Preur, on aura besoin d'énormément. Vous savez qu'entre 2011 et 2012, la consommation électrique en Algérie a augmenté de 18%. En un an, 18%, c'est énorme. C'est énorme. Elle s'est même fait ressentir, cette consommation. Ce qui peut se passer si on ne met pas en place un modèle de consommation, une politique d'économie d'énergie, etc. Je suis entièrement d'accord avec vous. Docteur Rahmani, un dernier mot? Moi, je reste une pessimiste sur la question. Pessimiste sur la question des gaz de schiste, et je pense qu'on peut se donner raisonnablement le temps de la réflexion. Oui, il faut débattre. Voilà, pour voir comment les choses vont évoluer. Est-ce que les pétroliers qui nous promettent une exploration des gaz de schiste propres vont tenir leurs promesses? Prudente, peut-être pas propre, mais prudente. Enfin, disent, Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Alors, je rappelle, M. Abdelmajid Attal, vous êtes ancien PDG de Sonatrach, ancien ministre des Ressources en eau, actuellement consultant indépendant et vice-président de l'Association algérienne de l'industrie du gaz. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes l'optimiste sur cette question de gaz de schiste. Docteur Sabrina Rahmani, peut-être la pessimiste. Vous faites partie de la société civile, membre du collectif Cœur sur la main. Vous avez collaboré avec le CNLC sur le gaz de schiste. Et M. Mourad Preur, on peut dire sceptique, peut-être? Oui. Voilà, on aura eu les trois, expert pétrolier international et président du cabinet Émergie. Merci à vous trois de nous avoir expliqué d'abord cette question de gaz de schiste et d'avoir été avec nous. Maintenant, si vous êtes intéressé par l'économie ou peut-être par l'énergie aussi, vous pouvez retrouver ces livres de M. Abdeltaif Rbeh, qui est expert en énergie. Il a écrit le livre Économie algérienne, le développement national contrarié. Vous pouvez retrouver également, toujours avec Abdeltaif Rbeh, La minorité invisible.
Et le dernier livre sorti aussi, Sonatrach, une entreprise pas comme les autres. Ils sont disponibles dans vos librairies. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous écrire sur notre adresse mail univers-uni-du-6vert@entv.dz. Merci pour votre attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie.